Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce début de semaine. Désormais, toutes les écoles et établissements secondaires doivent utiliser les manuels et matériels didactiques choisis dans la liste des fournitures agréées sur une période de 4 ans au moins. Comment cette nouvelle est-elle accueillie au sein du système éducatif ivoirien? Réponse avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, âgé de 70 ans, Ngozi Okonjo-Iweala brigue un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane est candidate à sa propre succession en tant que directrice générale. Merci pour votre fidélité. Selon une circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, toutes les écoles et établissements secondaires ont obligation d'utiliser les manuels et matériels didactiques qu'ils auront choisis dans la liste des fournitures agréées sur une période de 4 ans au moins à compter de cette année scolaire. Une bonne nouvelle pour les parents, les élèves et les libraires. Voici le constat de nos reporters Nou Sangaré et Gilles Tonien à Yamoussoukro. La rentrée scolaire est effective depuis une semaine. Ici, dans le district autonome de Yamoussoukro, dans le centre du pays, les parents d'élèves se bousculent pour finaliser l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants. Cet après-midi, Stéphanie s'est rendue dans cette boutique pour acheter les livres et cahiers de sa fille. Impossible pour elle de procéder à l'achat des livres par troc. L'année passée, c'était des nouveaux livres que j'ai payés. Et puis cette année, je suis venue pour troquer puisque c'est encore nouveau. Mettre un peu dessus et puis prendre nouveau. Mais il dit, il ne sait pas trop si ce livre encore est valable pour cette année. Donc, de patienter un peu. Après, je vais venir voir s'il peut échanger. Ou si c'est un autre qu'ils ont fait sortir encore, je vais payer le livre. J'ai combien d'enfants? Elle est en 3e. Si je dois payer pour elle, il y a l'autre en 5e. Si je dois payer nouveau, l'autre en terminale, les livres, tous les livres, moi je paye nouveau, tous mes livres. Si chaque année on doit changer, et puis je dépose à la maison. Lui, il y a une qui est en 4e. Si cette année, elle ne peut pas prendre pour celle-là, l'autre aussi qui est en 5e ne peut pas prendre pour celui qui est en 5e. Au fur et à mesure, ils vont changer les livres. Là. Nous, les parents, là, ça ne nous arrange pas parce qu'on n'a pas un seul enfant. Depuis son comptoir, Sako, le propriétaire de la boutique, donne les raisons de son refus. Si on prend qu'ils changent là, nous on paie. On est basé sur les nouveaux livres ici. Pour réglementer l'utilisation des manuels scolaires et supports didactiques dans les salles des classes, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans la circulaire numéro 271 du 14 août 2024, invite les écoles et établissements secondaires à utiliser obligatoirement pendant au moins 4 années successives les manuels scolaires ou supports didactiques qu'ils auront choisis dans la liste des manuels agréés à compter de l'année scolaire 2024-2025. Un ouf de soulagement pour parents et élèves. Ça fait moins de dépenses. Non seulement les livres sont devenus chers, même cahiers. Donc si un enfant sur 2 peut prendre le même livre, en tout cas c'est bon. Lorsqu'on ne change pas les livres, ça nous aide au fait. Parce que nos grands frères, là, ils ont déjà cette capacité, ils connaissent déjà ce qu'il y a dedans. Donc ils peuvent nous enseigner, ils peuvent facilement nous dire comment faire. Et puis moi je pense que déjà, quand c'est déjà là, ça facilite les choses. Tu peux troquer chaque année parce que d'autres ont utilisé. Maintenant, quand ce sont les nouveaux comme ça, tu es obligé chaque année de changer, de repayer des nouveaux. Donc déjà, c'est trop de dépenses pour les parents. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vient booster l'activité des libraires par terre ou revendeurs de livres qui peinent à évacuer leur stock de marchandises ces dernières années. Avant, on changeait les livres chaque année, chaque 1 an. On n'arrive même pas à gagner pour nous là-dedans. Alors qu'on paye, on n'arrive pas à vendre aussi. Maintenant, depuis certains moments, il y avait des parents aussi qui venaient, nous on troquait facilement. Depuis l'histoire de 1 an venu, on ne peut plus troquer. Ce qu'ils ont mis en place, actuellement, ça nous arrange beaucoup. Ça nous arrange. Non, ce qu'on peut avoir aussi pour nous là-dedans, ça nous arrange beaucoup. Là, s'il y a les stocks qui restent, on sait que pendant 4 ans, on peut écouler ça, on peut vendre tranquille. Pour faire des affaires aussi, agrandir nos magasins surtout. Avant la rentrée de cette année, j'ai brûlé un carton de livres. Parce que ça ne sert plus. Ça ne fait qu'encombrer la maison. Donc, il est obligé de brûler. Avec la décision du ministère de l'Éducation qui dit 4 ans, on peut changer un livre, ça c'est une très très bonne décision. Débutée le 9 septembre dernier, la rentrée scolaire suit son cours. L'application effective de cette circulaire nécessite un suivi rigoureux des autorités concernées.
Restons dans le domaine de l'éducation avec une autre bonne nouvelle. Le groupe scolaire Selmer Commissariat de Port-Boué a été réhabilité. L'association Port-Boué Ma Famille est à l'initiative de cette action avec l'appui de la Fondation Magic System, de la mairie de Port-Boué, du 43e BIBA. Les travaux de réhabilitation ont coûté la somme de 20 millions de francs CFA. Laurence Kakra. Le groupe scolaire Selmer Commissariat de Port-Boué fait peau neuve. Bâtiments, installations électriques, toilettes sont passées au peigne fin, sans oublier la peinture des murs de l'établissement scolaire. Une initiative de l'association à but non lucratif Port-Boué Ma Famille. Lors du déguerpissement de l'abattoir, la mairie avait essayé de reloger nos parents qui n'avaient pas de toit. Alors, quand on les a emmenés ici, on s'est rendu compte que les toilettes, l'école était dans un délabrement pas possible. C'est ainsi que monsieur le conseiller ici présent m'a sollicité pour dire pourquoi pas faire porter le projet par rapport à ma famille, parce que derrière, c'est un projet innovant, structurant et de qualité. C'est comme ça qu'on a sollicité tout le monde et ensemble, nous avons réalisé ce chef-d'œuvre. La réussite de cette réhabilitation a aussi été rendue possible grâce à la collaboration de la mairie de Port-Boué, du 43e BIMA et de la Fondation Magic System. Nous soutenons Port-Boué Ma Famille qui a décidé, grâce à des soutiens divers, de pouvoir réhabiliter l'école primaire publique Selmer Commissariat. Et donc, il était donc important pour la Fondation d'y être et d'associer son image à cette noble initiative. Reconnaissante, la directrice du groupe scolaire Selmer Commissariat de Port-Boué s'engage à entretenir ce joyau. Nous allons inviter les parents, leur parler des donateurs. Et puis ensemble, nous allons dire que tu fais du bien, il faut pérenniser la chose. Il faut que la propriété soit pérennisée. C'est une aubaine, on ne doit pas délaisser. Ensemble, nous allons conjuguer, on va trouver une solution d'ensemble et ça sera toujours propre. Coût des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Selmer Commissariat de Port-Boué, 20 millions de francs CFA. Autre chose à présent, depuis la mise en place du projet d'aménagement et de valorisation du carrefour de l'Indénié à Abidjan, les automobilistes des axes Adjamé-Cocody et Plateau-Cocody éprouvent d'énormes difficultés pour circuler en toute quiétude en passant par l'Indénié, car il n'existe aucun feu tricolore pour réguler la circulation, ce qu'ils n'apprécient pas du tout. Reportage Assita Diara, Kader Bachil et Issa Dambélé. C'est le quotidien des automobilistes des axes Adjamé-Cocody et Plateau-Cocody. Il est difficile, voire impossible pour les automobilistes de la commune d'Adjamé de se rendre à Cocody sans croiser ceux du plateau. Il n'existe aucun feu tricolore pour réguler la circulation. Une situation qui engendre très souvent des embouteillages et des accidents de la circulation. À 2 heures, c'est pas facile. Ceux qui quittent Adjamé, en revenant pour prendre la bretelle pour se rendre, comment on appelle ça, à Cocody, vraiment, c'est pas du tout facile. Voilà, donc à chaque fois, il y a toujours des accrochages. Si les autorités peuvent mettre des policiers, bien des gendarmes pour venir régulariser ça, cela nous fera beaucoup plaisir. Les ingénieurs qui ont fait le pont n'ont pas su placer les choses. Voilà. Sinon, en prenant ceux qui quittent à Djamé, en venant, comment on appelle ça, au sapeur-pompier, ils ne devraient pas avoir de ralentissement. Eux devraient avoir la voie spécialement pour partir, et puis nous aussi qui quittons le plateau tranquillement, quoi. Ben ça, je pense que ça doit être du niveau des ingénieurs. On demande à l'État de nous aider pour résoudre ce problème. De la manière, les voitures sont en train de traverser comment là. Souvent, ça bloque la voie aussi. Ils n'arrivent pas au feu. Ceux qui viennent là-bas aussi, ils n'arrivent pas à passer. Aux heures de pointe, la situation va de mal en pire selon les usagers de l'axe Plateau-Cocody. Souvent, ça crée des embouteillages. Oui. Parce que ceux qui quittent pour venir rentrer ici, là, ils vont faire un rond-point pour aller à Cocody. Là. Souvent, ça crée des embouteillages. S'il y a un feu là-bas, ça peut aller. Donc ils partent des envers direct ou aller à Cocody direct. C'est ça là, ils ont mélangé la voie maintenant. C'était pas comme ça. Maintenant, avec de l'eau là, maintenant c'est bon, mais le grand tour là, c'est beaucoup. C'est après le projet d'aménagement de l'échangeur de l'Indénié en 2022 que les automobilistes de ce boulevard vivent ce calvaire. Une situation qui risque de s'empirer si rien n'est fait. Intéressons-nous à présent à la garde rapprochée, un métier en plein essor, raison pour laquelle 125 hommes et femmes ont décidé d'intégrer un centre dédié à ce corps de métier pour une formation de 4 mois. Compte rendu, nous Sangaré. Ces hommes et femmes ont décidé de se spécialiser dans la protection rapprochée. Au nombre de 125,
Ces agents aspirants à ce corps de métier sont retranchés dans ce camp pour 4 mois de formation. Mais avant, ils sont soumis à la visite médicale et ensuite aux exercices sportifs. La position d'approcher et le protocole sont deux choses différentes. Aujourd'hui, selon l'évolution de la menace, il faut aussi réfléchir à comment combattre cette menace-là. Donc, on a essayé de créer le centre de formation afin d'aider nos jeunes frères aussi à trouver de quoi faire. Aujourd'hui, bon, c'est difficile de trouver du boulot. Mais bon, avec la formation Faucon, je pense que au niveau de la sécurité, tout le monde peut trouver sa place. Durant ces 4 mois, ces agents aspirants à la protection rapprochée auront droit à plusieurs modules de formation. Le secourisme, la discipline et la technique d'analyse de menaces. Une initiative de Faucon Formation, elle vise à professionnaliser le secteur de la protection rapprochée. Retour dans la capitale politique ivoirienne pour parler santé cette fois, instituée par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014. La couverture maladie universelle est un système obligatoire de prise en charge du risque maladie au profit des populations. Malheureusement, de nombreux Ivoiriens n'ont toujours pas accès à cette action sociale du gouvernement. Fort de ce constat, la Banque mondiale, qui appuie ce programme, est passée à l'offensive en lançant un plan de mobilisation communautaire le vendredi dernier à Yamoussoukro. Compte rendu, Clément Bocou. C'est en leur qualité de représentants du chef de l'État que les préfets sont conviés à cet atelier d'échange et d'information sur l'installation des comités locaux CMU, couverture maladie universelle. Car les entraves au bon déroulement de l'enrôlement des populations sont diverses et variées. Avec la saison des pluies qui s'est abattue dans la région, certaines localités qui sont difficiles d'accès. Le projet connaît quelques avancées notables, mais il reste à booster les chiffres pour que tous les Ivoiriens se sentent concernés par ce projet-là. Un programme vital pour le bien-être des populations. Pourtant, une bonne partie de cette population n'a pas encore accès à la CMU et pour cause. On a constaté qu'il y avait des couches qui étaient vulnérables, les populations indigentes qui n'avaient pas encore eu accès non seulement à la carte, à l'affiliation et donc aux services de santé. Et donc dans ce contexte-là, la Banque mondiale a recommandé à l'unité de gestion du projet Wouri d'organiser une stratégie de mobilisation communautaire à travers les autorités décentralisées pour atteindre les personnes les plus reculées. Ce plan de la mobilisation communautaire est donc expliqué dans les moindres détails aux administrateurs qui se sont engagés pour l'accélération du processus. Nous allons nous mettre à la tâche dès que nous allons rentrer et afin que Monsieur le ministre puisse atteindre son objectif. Pour l'identification des populations, le projet Wouri appuie la Caisse nationale d'assurance maladie à travers une convention. Dans cette convention-là, il est prévu un certain nombre d'activités. Et dans ces activités, on a l'installation de comités locaux qui seront présidés par les sous-préfets. Donc nous travaillons avec la CMU à l'implémentation de ces comités locaux. Venu présider les travaux, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a lancé un appel au corps préfectoral. J'en appelle à l'accentuation de leur coopération pour que les 50% de la population restante enrôlée soient enrôlés dans un délai plus court que celui dans lequel les premiers 50% ont été enrôlés. Au total, 509 comités locaux CMU vont être mis en place pour booster l'enrôlement des populations afin d'atteindre 20 millions de personnes d'ici la fin de l'année 2024. À l'international, Ngozi Okonjo-Iweala a décidé de briguer un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, a annoncé l'OMC ce lundi. La Nigériane, dont la mission prend fin en août 2025, a annoncé être candidate à sa propre succession en tant que directrice générale de l'organisation. En juillet dernier, le groupe des pays africains lui avait demandé de se rendre disponible pour un autre mandat. Nous sommes aujourd'hui lundi et c'est l'heure de faire le point de l'actualité sportive du week-end passé, marqué par le symposium de la CAF à Abidjan. Jean-Sylvain Esso. La salle des congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan, aux couleurs de la CAN 2023,
près de 6 mois après la compétition. Objectif pour la Confédération africaine de football, faire le bilan de la CAN 2023 en mettant en lumière les entraîneurs de toutes les fédérations africaines de football. Sous le feu de projecteurs, le sélectionneur Emes Faye, vainqueur de la récente CAN avec les éléphants. Son style managérial, ses rapports avec les dirigeants de la FIF, ses relations avec les joueurs, autant de paramètres que d'autres sélectionneurs africains voulaient comprendre. Du côté de nos dirigeants, le président il ne nous donne aucune pression, il ne nous dérange pas, il nous laisse travailler, il nous laisse faire nos choix. Et puis il vit la chose avec nous, il voyage avec nous, il se déplace avec nous, il vient à nos entraînements, mais vraiment comme un supporter, comme un fan de foot qui vient regarder son équipe sans influencer. Ce symposium de la CAF, dédié aux entraîneurs africains, a été l'occasion pour la CAF de reverser 20% des bénéfices de la CAN 2023 à la Fédération ivoirienne de football. Un peu plus de 8 milliards de francs CFA qui serviront au développement du football féminin et jeune. C'est le cahier des charges qui dira comment on peut les utiliser. Mais ces fonds sont destinés au développement du football des jeunes garçons et filles. C'est ça qu'il faut retenir. Vive émotion pour l'ensemble des participants, fiers de se retrouver dans la même salle et de partager les expériences. C'est toujours intéressant de partager avec tout le monde. C'est aussi des moments où on peut se revoir dans un autre contexte que celui des matchs, donc un peu plus cool. Aujourd'hui, c'est les coachs. Demain, ce sera pour le football féminin. Et la formation et tout ça. Et je crois que c'est un exemple que la CAF donne au pays, que les entraîneurs aussi nationaux doivent aussi faire des symposiums dans leur pays même pour former et aider les jeunes entraîneurs à progresser. Ce symposium des entraîneurs de la CAF a réuni les experts du continent africain. Un moment de partage et des groupes d'études techniques avec pour ultime objectif de voir un jour une sélection africaine soulever le trophée de la Coupe du Monde de football. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Guy Michel. Alors, premier sujet, donc le symposium organisé par la CAF à Abidjan pour échanger sur l'impact de la CAN 2023, 6 mois après pratiquement. Vous savez que la CAN 2023, en termes de retombées, en termes de chaleur populaire, en termes de festivité, en termes même d'ambiance, aujourd'hui n'a pas d'égal. Ce ne sont pas moi mes propos, ce sont les propos du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe lui-même, qui l'a dit encore, qui l'a répété à la salle des congrès, tout simplement pour manifester sa joie, pour manifester la joie de tous ses collaborateurs qui étaient ici à Abidjan au mois depuis décembre, mais janvier-février 2024, beaucoup plus présents sur place. Mais c'est pour dire combien de fois la CAN a été prolifique et bénéfique pour la CAF elle-même. On a vu des légendes africaines qui ont pris la parole pour partager leurs réflexions. Une cérémonie également marquée par la remise d'un chèque de plus de 8 milliards de francs CFA à la FIF pour soutenir le football ivoirien. Effectivement, beaucoup plus le football jeune et le football féminin. Vous savez que c'est deux secteurs d'activité qui tiennent beaucoup à l'esprit de la Confédération comme de la FIFA, pouvoir développer le football féminin et le football jeune en Afrique. Qu'est-ce qui est recherché ici? C'est de permettre à toutes ces sélections féminines, à tous ces clubs féminins de football qui sont très souvent en difficulté à pouvoir rayonner, à avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir briller sur le continent et pourquoi pas dans le monde. Et au niveau du football jeune, c'est de permettre à tous ces garçons qui ont du talent, qui sont à Issia, à Danané, à Korogo, à Sassandra, à Touba, un peu partout en Côte d'Ivoire, de pouvoir éclore, de pouvoir exister physiquement et matériellement et financièrement déjà dans des centres de formation assez professionnels. Et puis pourquoi pas un jour rejoindre des clubs qui font rêver, pas forcément en Europe, mais également en Afrique. Dernier sujet donc de cet entretien, coup dur pour les supporters Oye, très attendu après le communiqué bien sûr du TAS. La décision de la FIF concernant le sort de l'Africa Sport d'Abidjan a été rendue le vendredi dernier. Les Verts et Rouges restent en Ligue 2. C'est un scénario à rebondissement, une situation ubiesque, vraiment qui enlève pratiquement le là à tous les commentateurs, tous les analystes de cette situation. On s'attendait plus ou moins à voir ce derby Africa à sec, mais finalement, il semble que les téléspectateurs seront encore une fois privés. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision du TAS qui demande à ce que Isca passe en Ligue 1, mais cette décision ne mentionne pas forcément la descente de l'Africa en Ligue 2. J'imagine toute la douleur des supporters du club vert et rouge. Et ce soir encore, il y a eu
une lettre à l'adresse du président du comité exécutif de la FIF de la part de l'Africa demandant à ce que les textes soient revisités et que le démarrage du championnat soit reporté sine die pour que, pourquoi pas, on puisse réfléchir encore. Est-ce que la fédération a mal géré ce dossier? Dernière question. À mon avis, avec beaucoup de tact, il aurait fallu réunir l'ensemble du personnel des clubs en assemblée générale extraordinaire, demander l'avis de tous les clubs qui sont quand même mandants. C'est eux qui confient les destinées de la fédération à un président. Je pense qu'il aurait fallu les réunir, les écouter et puis ensemble trouver une solution. Mais là, c'est pas encore gagné totalement parce que l'Africa n'a pas la volonté de se laisser faire. ISCA a déjà obtenu gain de cause, mais je ne dis pas que ce feuilleton-là, il est terminé. Tout à fait. Donc on va suivre ce feuilleton-là. Absolument. Merci beaucoup Salif Ouattara. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.